Bonjour à tous. Merci d'être si matinaux. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir lors de ce petit déjeuner qui est organisé donc par Taoma Partners, qui est un cabinet d'avocats et de conseil en propriété industrielle, donc les deux professions, qui a créé récemment Taoma Influence, qu'on désigne sous le nom de la fabrique du droit de l'influence marketing. Et donc on réfléchit à ces questions d'influence marketing. On a déjà fait un petit déjeuner pour ceux que je reconnais certains visages qui étaient là, sur le sujet de la professionnalisation de l'influence. Et on organise donc ces petits déjeuners où on croise les regards avec d'autres professionnels que nous, des professionnels d'autres univers, sur ces sujets. Alors je vous présente tout de suite les invités de ce petit déjeuner. D'abord Tiffaine Neveu, qui est consultante indépendante en communication et influence, mais qui est aussi Head of Influence, Social Media et RP, c'est bien ça le titre, au Club Med. Frédéric Fougera, qui est directeur de la communication de Emeria. C'est Emeria, le nom, qui est le nouveau nom de Foncia. Du groupe Foncia. Et qui est très connu parmi les directeurs de la communication, qui est parmi des personnalités les plus influentes de la communication, c'est Forbes qui le dit. et Fabien Contino, qui n'est pas dans Forbes. Qui n'est pas encore, mais ça ne va pas tarder, et qui est donc conseiller en communication de crise. Donc un titre tout à fait choisi pour le débat qui nous occupe aujourd'hui. Donc travailler avec des influenceurs, comment gérer les situations de crise qui peuvent arriver. Alors pour introduire ce débat, je voudrais juste donner 3 points. Le premier, c'est que quand on parle d'influenceurs, on parle de profils qui sont extrêmement différents, très variés. Enfin, je pense que tout le monde en conviendra. On pense, bien sûr, quand je vous dis influenceurs, on pense à des influenceurs médiatiques. Ça va de Nabila à Léna Situation ou je sais pas, même plus international. On peut penser à Jennifer Lopez ou d'autres. Et il faut aussi garder à l'esprit que l'influence marketing, c'est pas uniquement ça, c'est toute forme d'influence qui est exercée par une personne dans des secteurs aussi variés que le business, le fooding, bien sûr le travel, le lifestyle, les nouvelles technologies, etc. Et les types de profils sont infinis. On y rencontre aussi bien des KOL, donc des Key Opinion Leaders, qui vont avoir une influence en dehors des réseaux sociaux et pas forcément sur les réseaux sociaux. On va trouver des personnes qui sont sous contrat avec une marque ou d'autres qui ne le sont pas. Et puis bien sûr des influenceurs, on va dire presque classiques, dont c'est désormais la profession. On va même trouver des Key aussi, des Key Opinion Consumers, qui sont des personnes dont l'opinion est importante et dont l'avis a un impact important dans la communauté des consommateurs. Donc bref, c'est quasiment un domaine impossible à décrire de façon uniforme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur ce débat, je pense qu'il va falloir qu'on définisse ce que c'est qu'une crise pour poser les fondamentaux et dire qu'est-ce qu'une crise et qu'est-ce qui n'est pas une crise. Alors là-dessus, je vais peut-être vous laisser laisser parler les experts. Mais on peut déjà dire une chose, c'est qu'une simple atteinte à l'image d'une entreprise, c'est pas forcément une crise. Les marques, comme les gens d'ailleurs, sont assez malmenés sur les réseaux sociaux, mais le fait d'être malmené, je crois que sous votre contrôle, c'est pas forcément à proprement parler une crise. Et ensuite, je pense qu'il y a un problème de curseur qu'on va placer entre... ça diffère selon les entreprises. Il y a des entreprises qui sont extrêmement sensibles ou chatouilleuses, je pense, sur leur image, qui ne supportent pas qu'on dise quoi que ce soit d'un peu négatif sur elles, et qui ont peur d'approcher du ravin d'une potentielle crise. Et puis il y a celles, au contraire, qui jouent beaucoup d'un éventuel bad buzz, et qui joue un peu de se faire des frayeurs sur des crises éventuelles. Donc, est-ce qu'on peut tracer une ligne entre qu'est-ce qu'une véritable crise ou qu'est-ce qu'il n'est pas? Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà
Frédéric ou Fabien ou Tiffaine un avis sur cette question, même si on est juste dans l'introduction. Qu'est-ce qu'on... Ouais. Une crise, si on déroule les propos d'Alain, au sens strict et pur du terme, c'est ce qui grève la capacité de l'entreprise à opérer, à délivrer son business. Si je prends 2 exemples concrets, on pourrait parler de Boeing, on l'a tous en mémoire, les dramatiques catastrophes aériennes qui ont eu lieu il y a quelques années. Ça, c'est une crise qui déstabilise l'entreprise et l'empêche de délivrer son business. Après, si on en revient au propos d'Alain concernant les crises d'image, il faut déterminer ce qui est de l'ordre du bad buzz, donc ce qui va durer, pour la faire courte, quelques heures sur les réseaux sociaux, tout le monde va s'agiter, il va y avoir un trending topics pendant quelques heures, et puis la marque va regarder ça en soulevant un petit sourcil, et puis le lendemain, a priori, ça va se terminer. Ce qui est de l'ordre de la polémique, c'est-à-dire lorsque le bad buzz va migrer sur les médias traditionnels et va générer du traitement médiatique et donc encore plus de conversations, mais le sujet n'atteint pas les fondamentaux de l'entreprise et la crise d'image et de réputation, on va dire, significative. Je prendrai un exemple, Lactalis, où on touche à des populations fragiles, des nouveau-nés, avec la polémique du lait contaminé, mais pour autant, cette crise d'image énorme n'a pas empêché Lactalis et ses marques de délivrer son business, ses produits, etc. Donc si on devait faire un distinguo un petit peu à la SERP, ce serait celui que j'opérerais. Ok, vous êtes d'accord sur ce... Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. J'ai peur de paraphraser ou de vous paraphraser tous les deux, mais moi, ma façon de voir la crise, je vais en partie vous paraphraser puisque je suis d'accord, mais c'est d'abord l'analyse extrêmement courte de la situation et des faits. Je dis extrêmement court parce que pour reprendre un propos de Fabien, il faut souvent écarter les bienveillants et pas perdre de temps dans l'analyse pour ne pas agir. Mais factuellement, qu'est-ce qui se passe exactement ? Est-ce qu'il y a des victimes humaines ? Est-ce qu'il y a un incident ? Est-ce qu'il y a une vraie déstabilisation de l'entreprise ? Est-ce qu'il y a une faute, une responsabilité ou pas ? Tout ça aura peu d'importance après sur la façon de traiter, mais déjà avoir cette information factuelle et après la positionner dans un contexte. Puisque j'ai eu à gérer des crises extrêmement graves, mais qui n'ont fait aucun bruit, et des crises sans aucune gravité réelle, mais qui ont fait énormément de bruit, et donc énormément de mal, et éventuellement énormément ont pu participer à déstabiliser l'entreprise. Donc c'est cette double courte analyse qu'il faut faire pour déterminer est-ce qu'on est en situation de crise. En fait, je pense qu'il faut faire la différence entre qu'est-ce qu'une crise et est-ce qu'on est en situation de crise. D'accord. Et après, on peut commencer à agir. Ok. Merci. Alors là, c'était la deuxième remarque que je voulais faire. Et donc la troisième, c'est une donnée qui est quand même importante, c'est que quand on parle d'influence marketing, on parle d'un influenceur qui, de façon générale, on l'avait vu lors du précédent petit déjeuner, est un non professionnel de la communication. Alors c'est vrai qu'on a vu à cette occasion, et on le sait, qu'il y a une professionnalisation et on s'en félicite des influenceurs, mais ce n'est pas toujours le cas, et il n'en demeure pas moins qu'on est quand même face à une personne qui est extérieure à l'entreprise et qui est un potentiel objet d'une crise possible, d'où ce petit déjeuner. Donc on va aujourd'hui parler de 3 choses différentes. D'abord, on va essayer de dresser une sorte de typologie des crises possibles. Ensuite, on va essayer d'être exhaustif. Ensuite, on va passer en revue les solutions qui pourraient se présenter à nous pour prévenir la crise, éviter que la crise arrive. Et puis enfin, on verra dans un troisième temps comment on gère la crise lorsqu'elle est là. Donc la typologie des crises possibles, si on tente de classer les situations de crise en fonction des occasions au cours desquelles elles peuvent arriver. On a d'abord la crise qui arrive à l'occasion de la prise de parole de l'influenceur. Et premier cas de figure, c'est le cas d'un post qui contient une erreur, qui est posté mal à propos, qui ne correspond pas à la communication ou aux souhaits de la marque. Alors je ne sais pas si vous avez en tête des événements ou assez célèbres ou pas qui sont arrivés. Moi, je peux en citer. Il y a le premier exemple de la mannequin Kendall Jenner
à l'occasion d'une campagne Pepsi. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Je pense que c'était assez connu. C'est une campagne dans laquelle Kendall Jenner offrait une canette de Pepsi à un policier dans le cadre d'une manifestation en guise d'offrande de réconciliation. Et ça a provoqué un énorme tollé parce que non seulement ça a galvaudé l'image assez connue de la manifestation du Vietnam, mais aussi ça intervenait en plein Black Lives Matter. Et donc à la fois la marque, mais aussi la mannequin s'en sont pris énormément sur les réseaux. Donc c'était le post et la publicité qui arrivait au mauvais moment. J'ai un autre exemple qui concerne aussi Kendall Jenner, mais on pourra en trouver d'autres sur les cas d'appropriation culturelle. Kendall Jenner avait lancé, je ne sais pas si vous vous en souvenez aussi, sa marque de tequila qui s'appelle Drink 818 en français. Elle apparaissait avec des vêtements mexicains et on lui a reproché cette appropriation culturelle. Et donc, effectivement, c'est la campagne complètement ratée qui rejaillit alors à la fois sur sa marque, mais sur l'influenceuse elle-même. Alors, je ne sais pas si Tiffaine, tu as des exemples de cas de crise ou de situations potentiellement conduisant à des crises dans lesquelles c'est l'influenceur ou le poste ou les conditions qui créent... On en a plein. Certes, la plupart sont hors contrat, parce que quand c'est sous contrat, on arrive à minima border en amont et on est suffisamment, je l'espère, bon sur aussi la chasse des profils qu'on fait, et on a des personnes qui sont assez, qui travaillent en bonne intelligence et qui ont le cerveau assez bien fait et qui sont au courant des sujets à partager et à ne pas partager sur les réseaux. Il y a des thématiques, nous on leur fait signer une charte, donc la MED fait partie de la RPP depuis maintenant 1 an. On a imposé l'obtention du certificat de la RPP pour la Club Med France. On aimerait bien le faire après au niveau international, mais il faut que la RPP puisse faire ses preuves, ce certificat. Donc dans tous les cas, on engage les profils à avoir une certaine posture, une certaine éthique aussi. Ça paraît bête, mais un minimum de respect. Il y a des sujets... je sais pas moi, des sujets, pas de racisme, pas de vulgarité, ça paraît bête, hein, mais il faut le dire, et c'est des stories qui sont un petit peu trop border, à un moment ou un autre ça peut retomber sur la marque. Donc, quand c'est contractualisé, jusque-là on s'en sort plutôt pas mal. Je dirais que ça arrive souvent, des situations de crise sur des profils qui sont pas sous contrat et qui typiquement sont des profils influenceurs avec qui dans tous les cas on aimerait... qui ne sont pas dans notre ligne de mire des profils avec lesquels on voudrait travailler, parce que justement ils sont porteurs de risques et qu'on se dit ceux-là on n'arrivera pas à les tenir dans le cadre d'un contrat. On a eu le cas avec une influenceuse belge qui est partie à Marrakech l'année dernière et qui a fait des stories sur les chevaux qui sont présents dans les excursions par rapport aux écuries qu'on a. Donc il faut savoir que le Club Med, on a des gros partenariats locaux avec justement les locaux pour développer la culture locale, développer les partenaires locaux, les accompagner. C'est hyper strict aussi sur la dimension RSE. Et elle fait des stories des chevaux en disant c'est horrible, ils sont maltraités parce qu'ils ont des tâches. Non, ils n'ont pas des tâches en fait quand on se renseigne. Donc nous évidemment on la contacte, on prend les informations, on remonte ça c'est mon rôle, moi ça remonte en fait dans Radarly. Et j'ai même plein d'influenceuses qui me disent regarde, elle a posté sur vous, etc. Il y a quelque chose un peu genre sororité, solidarité, c'est cool. Là on se dit c'est bon, j'ai des amis dans l'influence, c'est chouette. Il y a Radarly et il y a le reste, l'humain derrière qui vous rappelle et qui fait du bien aussi dans nos métiers. Donc nous on se renseigne en interne, ça remonte assez haut dans la direction. Et en fait, on m'explique que non. Donc, on est en contact avec l'éleveur même des chevaux qui nous dit en fait non, c'est pas un mauvais traitement de notre part, c'est juste qu'ils ont une maladie, c'est une sorte d'herpès estivale. On peut rien y faire. Les chevaux ne souffrent pas, c'est juste pas beau. En effet, c'est une grosse croûte comme s'ils faisaient une allergie, mais il y a rien. Et donc en fait, cette fille-là, elle nous a fait un bad buzz la semaine où on venait de sortir un article avec PETA. Club Med s'associe à PETA pour lutter contre la cause animale, etc. C'était cool. C'était moins cool 2 jours après. Il a fallu que ça tombe cette semaine-là sur un profil hors contrat et sur quelque chose qui était sans fondement. C'est-à-dire qu'elle a commencé à parler sans même se renseigner. Et quand on lui a donné les informations, elle s'est pas excusée et elle a commencé à parler en mode « oui, on m'a dit que, mais vraiment, ils étaient pas bien ». Non, le cheval est en train de dormir quand tu l'as pris en vidéo. Va faire une interview de l'éleveur si tu veux, pour aller au bout de ton témoignage, mais par contre, juste poster une story comme ça,
En fait, oui, ça peut vraiment nous mettre en porte-à-faux parce que les gens qui sont en mode Brigitte Bardot, un peu comme moi, en mode moi je vois une story avec un animal qui est malmené, franchement, ouais, il y a moyen que je fasse une story en mode pas content à la Hugo Clément, enfin c'est cool. Et on avait même été reposté par Hugo Clément sur le truc. Enfin, c'est pour vous dire à quel point on était Club Med PETA et là, il y a ce truc qui est là, genre, non, qui n'était pas maîtrisé, qu'on a réussi à maîtriser rapidement en une journée. C'était matin problématique, midi échange avec l'éleveur, le soir elle avait mis à jour ses stories, pas forcément au bout du bout, avec son... Oui, on m'a dit que non, c'était une sorte d'herpès. Non, c'est sûr, on connaît nos propos, donc on arrive à éteindre des feux. C'est comment éteindre rapidement l'hémorragie, ça saigne encore un peu, mais du coup, c'est plus une crise. À partir du moment où on arrive à mettre un pansement et nous, on sait qu'on est safe sur les TP qu'on a partagés, job is done. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu aurais d'autres exemples de... Parce que là, c'était quand même, c'était pas vraiment un influenceur sous contrat. C'était pas un influenceur sous contrat, mais parce que les 3 quarts du temps, ça arrive vraiment avec des profils qui sont pas sous contrat, quoi. C'est ceux qui remontent dans Radari. Okay. Des profils, alors c'est situation de crise, si sous contrat, c'est des profils, je pense que ça va peut-être parler à certains d'entre vous, des profils qui ont une personnalité un peu particulière où on se dit on mise dessus. Et sur place, ça peut partir en cacahuète. Ça arrive. Parce qu'on est tous des humains et que surtout quand on fait des collaborations au Club Med, les gens, en fait, ils vivent une expérience et humainement parlant, on attend d'eux qu'ils soient eux-mêmes, du matin au soir, donc en journée sur des activités, le soir en soirée, etc. Et j'ai eu affaire à des comportements assez particuliers où il faut remettre en place une personne qui peut avoir un comportement un peu excentrique et on vous appelle, on vous dit là, il faut venir. La personne a un comportement, c'est gênant. On va appeler la sécurité. J'arrive, j'étais couchée en pyjama, j'ai débarqué en pyjama. Bonjour. Donc on règle le problème comme on peut. Le but, c'est faire en sorte que cette personne-là, on lui rappelle qu'elle est sous contrat. On évite d'être trop ferme parce qu'un profil qui part un peu dans tous les sens, si on rajoute un peu de fermeté, ça peut être encore pire. Donc nous, on essaie de faire tampon et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de story. Si elle veut s'énerver, défoule-toi sur moi, c'est ok, quoique. Mais par contre, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact auprès de la marque. Et évidemment, après, il y a un rôle d'accompagnement où on essaie d'expliquer ce genre de comportement, c'est bien une fois, mais ça ne sera pas le cas 2 fois. Donc, on blacklist. On éteint l'hémorragie, mais on l'éteint définitivement. Voilà. Ok. Dans la salle, est-ce que vous avez des exemples à partager d'influenceurs que vous auriez utilisés ou... Non. Il y a les cas des influenceurs qui ne respectent pas certaines choses, par exemple les droits des tiers, droits d'auteur, les droits à l'image, réputation, droits des marques, etc. Alors, en soi, ce n'est pas une crise, c'est simplement un risque de contentieux, mais il y a eu des cas dans lesquels ça a été le cas. En 2017, il y a eu une campagne de 40 photographes de mode qui ont créé un hashtag, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ça s'appelait No Free Photo. Dans lesquels ils se plaignaient du fait que leurs photographies étaient utilisées par des influenceurs et par des marques à l'occasion des Fashion Week, que donc en fait ils étaient dépouillés et que les influenceurs reprenaient les photos des professionnels pour s'en servir sur les réseaux. Ça a fait une sorte de mauvais bad buzz sur les marques qui étaient concernées. Donc il faut se dire que ce genre de choses, oui, c'est des contentieux, c'est pas forcément une crise, c'est pas branle-bas de combat. Quoiqu'un contentieux, c'est pas toujours très drôle. Mais ça peut aussi prendre une certaine ampleur parce que de temps en temps... Il n'y a pas d'impact, mais quand on... Voilà, parce que de temps en temps, on s'aperçoit que les réseaux sociaux deviennent une cage de résonance parfois plus efficace qu'un contentieux et ça peut aussi rejaillir sur l'entreprise. Il y a effectivement toutes les situations dans lesquelles des influenceurs ne respectent pas des réglementations, alors des lois bien sûr, mais aussi des recommandations de la RPP. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses auxquelles... Quand on est des professionnels de la communication, on les connaît. Quand on ne l'est pas, on ne les connaît pas. Donc, savoir que quand on fait du greenwashing dans une communication, quand on ne respecte pas l'image de la personne, l'image de la femme, l'image de l'enfant, toutes sortes de choses que les publicitaires ont vraiment intégrées, les influenceurs, parfois, c'est pas des choses qui sont... Peut-être que tu as des choses à partager là-dessus. Un bon exemple assez récent, il date début d'année. Donc on a ouvert il y a 1 an, mars dernier, un nouveau resort Exclusive Collection, donc c'est notre gamme luxe aux Seychelles. Un resort qui est en cours d'éco-certification, donc un positionnement green entre guillemets.
sans rentrer justement dans le greenwashing. Et donc évidemment, quand on fait des collaborations influence, on a toujours signature de la charte qui rappelle les basico-basiques sur l'éthique, etc. Et on a rajouté une ligne qui dit s'il vous plaît, merci de bien lire nos engagements RSE parce que quand vous arrivez sur place, il ne faut pas oublier ce sur quoi on est engagé. Vous êtes aussi ambassadeur de ces engagements-là au nom de la marque. Dans ce Club Med aux Seychelles, on a 3 tortues qui vivent leur meilleure vie. Sur l'île. Des géantes, hein, pas des. Ah oui, des tortues géantes. Les petites. Dont l'une d'entre elles s'appelle Coco, qui est trop mignonne. Parce qu'on a un Green Geo, c'est l'un des premiers resorts où on a des géos sur la partie RSE dédiée à la sensibilisation et aussi à l'accompagnement en local des associations et la préservation des écosystèmes, typiquement là-bas, écosystèmes marins. Et du coup, nous, on a fait une première OP France en décembre dernier qui s'est très bien passée. En même temps, j'étais là pour faire en sorte que ça se passe bien, j'ai l'impression que ça se passe mal. Et donc moi, en fait, mon poste, je dirige la partie influence social media ERP pour toute la zone Europe-Afrique. Donc je les dirige pour la France et je les coordonne sur les 14 marchés de la BU. Donc, tous les marketing managers nous reportent sur leur levier. Donc là, c'était un pays, je ne vais pas le citer, l'un de mes marchés qui partait en OP, faire l'équivalent de ce que j'avais fait France en décembre dernier, mais qui le faisait du coup en janvier. Et ce marché-là, qui est vraiment à l'opposé de nos codes, je dirais nous, européens, donc un peu plus chill et un peu plus show-off sur les profils invités, invite un profil présentatrice télé à plus d'1 million, je crois même 2 millions de followers. Donc il y en a plusieurs comme ça qui sont dans le resort. Ils ont le même cadrage que nous, ils signent une charte influence, donc ils font attention, ils sont censés connaître aussi, et c'est le rôle des marketing managers qui accompagnent aussi, sensibiliser les engagements RSE. Je me réveille un matin, et pourtant j'étais pas... voilà, et je vois une story de cette présentatrice télé en train de tenter, donc je vous la fais parce que c'est quand même drôle. Donc vous imaginez que ça c'est Coco, ma tortue chouchoute. La photo, là. Limite, bouge pas, Coco. Donc, on a 3 stories qui relatent la dame en train d'essayer de trouver le meilleur confort pour son fessier sur Coco. Adossé à ça, évidemment, un post, parce que tant qu'à faire, parce que c'est trop éphémère, une story, autant poster ça dans le feed, parce qu'on est fiers. Et donc, on a 3 stories de madame qui tente de s'asseoir sur la tortue et un post dans le feed. Tagué Club Med Seychelles, et là, je me liquéfie, littéralement. Donc ça, c'est pour moi ces situations de crise. Alors certes, pas pour la France, nous, on est far lointain de tout ça. Il n'empêche, comme la marque est arrivée tardivement sur certains marchés, il est hors de question que je construise mon image de marque et mon influence, by the way, sur ça. Impossible. Donc là, on appelle en urgence le marketing manager qui est sur place. On lui demande de demander à la personne de retirer les stories et le post dans le feed, même si on imagine bien qu'avec 1 million ou 2 millions de followers, il y a déjà eu un petit impact. Mais là, on est confronté aussi à une différence culturelle qui est que la réponse, c'est « j'ai échangé avec la personne, voici sa réponse ». Donc la présentatrice a répondu « je ne comprends pas, une tortue, c'est scientifiquement prouvé, peut supporter jusqu'à 200 kilos ». Ça va être compliqué. La discussion va être longue. Donc on en était là. Moi, c'était un no-go. Donc là, ça a été aussi... Donc évidemment, tout a été coupé. On essaie d'accompagner les pays pour qu'ils filtrent du mieux possible. Mais en tout cas, on refiltre encore plus sur certains marchés pour limiter, anticiper la prochaine crise qui peut arriver. Parce qu'on sait que sur ces sujets-là, la RSE et ce marché-là, on n'y est pas encore. Ouais. Voilà. Il y a des progrès à faire. OK. Et... Ce qui est important, enfin, ce que révèle... Tiffen dans ses propos, et ça c'est hyper important, mais c'est le côté très sensible du travail, c'est qu'il y a la relation contractuelle, il y a qu'est-ce qui est décidé, quels sont les accords qu'on peut avoir avec ces influenceurs quand on travaille sous contrat. Mais après, il y a vient s'opposer à ça la partie liberté d'expression, qui du coup bypasserait tout le reste. Et puis le storytelling de ma vie Instagrammable, qui est plus important que la loi, qui est plus important que tout. Donc, quelle image je dois donner de moi avant même le contrat que je dois signer. Justement, c'est le sujet du curseur. Entre nous, on est super flex en influence, c'est-à-dire qu'on ne demande pas grand-chose. Globalement, les collaborations influence, on demande 3 stories par jour. On demande minimum un post dans le feed. On leur dit minimum, si vous faites plus... on est trop contents. Si vous faites juste ça, c'est OK. Parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec 20 stories par jour sur nous pendant une semaine. Même nous, ça va nous saouler. Enfin, on n'a pas envie. On demande à placer un lien traqué, la mention en partenariat avec, au début, au milieu, à la fin du séjour.
Et évidemment, quand on cible une famille, on leur dit, voilà, partagez des moments en famille, les enfants de dos, montrez pas les visages, faites attention, etc. Enfin, si c'est juste pour vous et que c'est pas du contenu qu'on récupère après, vous pouvez mettre les visages de vos enfants. Mais donc, on est ferme sur certains sujets, le nombre de posts, etc. Mais pas au point de dire ne pas s'asseoir sur Coco la tortue, parce que sinon, en fait, on s'en sort pas. Tu vas tout contrôler, c'est la dimension humaine de l'influence marketing qui fait que tu confies à une personne de partager sa vie avec ta marque. Donc forcément, c'est pas un acteur... Mais il y a une sensibilité à avoir, c'est pour ça que nous, en France, on le fait, j'espère que mes marchés le font, mais on essaie de rencontrer tous les profils avant, prenez un café avec, je leur dis faites une visio, rencontrez-les. Il se passe un truc, quand on les rencontre, même la façon dont ils se comportent avec la personne dans un café, est-ce qu'ils sont polis ou pas, aimables ou pas, ça dit tellement d'eux en 5 secondes. C'est oui, c'est non, et il y a suffisamment de profils pour dire, il y en a d'autres, des profils influents, c'est pas toi, ce sera un autre. C'est ok. Alors c'est vrai qu'il y a cette question du comportement de l'influenceur qui est vraiment importante et qu'on ne peut pas gérer. Tu as donné quelques exemples de l'influenceur au moment de sa prise de parole, mais il y a aussi toutes les situations du comportement passé de l'influenceur qui refait surface. Alors je ne sais pas si ça vous fait penser à quelqu'un, mais il y a un fameux influenceur français dans le domaine de la musculation qui s'appelle Thibaut InShape, qui est du pain béni pour ce genre de débat qu'on a aujourd'hui, parce que donc pour ceux qui ne le connaissent pas, et donc youtubeur parmi les 5, ou je crois qu'il est 3e influenceur les plus suivis en France, 8 millions d'abonnés sur YouTube, 5 millions sur Instagram. Alors, il faut savoir qu'il fait beaucoup de collaborations, il en a fait une notamment avec le ministère de l'Éducation nationale, et il y a eu plusieurs crises. Alors la première, c'est une des plus connues, c'est que en 2018, sont ressortis des posts Facebook sous son nom, je ne sais plus quel était son nom, je crois, oui, voilà, Thibaut Delapart, des posts très nauséabonds, des torrents de propos racistes et homophobes qui sont ressortis. Et alors sa première défense a été de dire mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. On a utilisé mon nom, ça a été falsifié. C'est le fameux mon compte est piraté. C'est ça. Alors dans un premier temps, c'était on a falsifié, et l'année suivante, il a dit non, en fait j'ai appris que mon compte avait été piraté, donc c'était ça. Pour finalement admettre à demi-mot que c'était bien lui. Donc la gestion de crise totalement pourrie, et surtout ça rejaillit sur toutes les collaborations. Deuxième exemple plus récent, toujours avec Thibaut InShape, c'est cette année, là, en mars 2022, en pleine crise avec l'Ukraine. Il a fait une vidéo dans laquelle il regarde lui-même une vidéo de Poutine en train de faire de la musculation, et en le félicitant, en disant il est formidable, il fait super bien ses exercices, il est génial, etc. Bon, il n'a pas laissé sa vidéo très longtemps, mais ça fait quand même assez désordre. Et puis encore, c'est Gaël qui me signalait ça la semaine dernière, le 5 juin, il a fait une vidéo TikTok dans laquelle il fustige les gens qui sont flemmards et déprimés en disant c'est quoi, c'est rien à foutre de ta dépression, arrête d'être une merde, lève-toi maintenant tout de suite, fais du sport, etc. Il faut parler à son agent, ce monsieur. Alors, je ne sais pas qui est son agent, mais surtout il s'est fendu d'une nouvelle vidéo pour dire mais non, j'ai bien compris que la dépression c'était une maladie, etc. Mais ce que je voulais dire c'était bon. Il s'enfonce, etc. Bon. Voilà, c'est le type d'influenceur assez incontrôlable, mais j'imagine assez tentant, parce qu'il a quand même une communauté qui le suit, qui est fidèle, etc. Donc, souvent, quand il essaie de se justifier, c'est presque pire, exactement. Donc il y a des situations comme ça, et je pense qu'il y a pas mal d'influenceurs qui peuvent être, tu disais le cas tout à l'heure, des gens qui sont un peu grande gueule, qui sont un peu du lait sur le feu. Pour le côté authentique, mais il y a sans filtre et sans filtre. Voilà, donc ça c'est potentiellement des gens qui peuvent créer des crises, ou en tout cas des situations qui sont très négatives pour la marque. Un autre cas qui est vraiment différent, mais qui peut aussi s'apparenter au comportement de l'influenceur, j'aurais rapproché le cas de Griezmann lorsqu'il a décidé de rompre son contrat avec Huawei. Donc le footballeur qui était sous contrat, donc c'était du sponsoring, mais on peut l'apparenter à de l'influence marketing, a décidé de rompre son contrat en raison donc de l'implication de Huawei dans la surveillance des Ouïghours par la Chine. C'est vrai que pour la marque, c'est un énorme coup, mais est-ce que
on peut imaginer des situations semblables. Bon, c'est un peu plus rare, mais ça fait partie aussi potentiellement de ce qui peut provoquer des crises. Et puis tu l'as dit tout à l'heure, il y a des crises qui sont provoquées par des tiers, donc des gens qui ne sont pas sous contrat. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi monitorer et suivre avec intérêt. Il y a aussi des crises qui proviennent... c'est ce que je viens de dire là. Il y a un exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Jeff Jarvis, qui était un blogueur qui avait lancé une campagne carrément lui-même contre Dell. C'était Dell Lies, Dell Sucks, parce qu'ils étaient très mécontents des services de Dell. Donc le type avait une communauté qui le suivait de plusieurs millions de followers, et sous prétexte qu'il n'aimait pas Dell, il s'est mis à lancer une vraie campagne massive, systématique. Donc ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à gérer. Il y a le cas des influenceurs qui sont pris dans des arnaques, et ça peut aussi rejaillir sur la marque. Et j'ai aussi vu le cas de certains influenceurs qui veulent un peu être de force associés à une marque. Je ne sais pas si vous connaissez Maeva Genam. Oui. Donc, je l'ai découverte, je ne la connaissais pas. Tu connaissais pas? Moi, je ne la connaissais pas, je suis désolé, mais je suis assez fier de ne pas la connaître. Donc, et donc, Maeva Genam est, comme vous le savez apparemment, totalement obsédée par les sacs Hermès et passe son temps à communiquer sur Hermès. Je ne suis pas sûr qu'Hermès soit très content d'être associé, et fait le choix d'être associé à Maeva Genam, mais il y a aussi ce côté un peu obsessionnel de quasiment à tous les postes de montrer les sacs qu'elle veut, qu'elle va avoir, ou qu'elle a eu, ou qui lui ont été volés, etc. Parce que j'ai donc parcouru l'histoire de Maeva Genam. Alors, sur ces crises, voilà, une sorte de typologie, peut-être que j'en ai manqué certaines, mais est-ce que vous en voyez d'autres qui vous viennent à l'esprit, ou dans la salle N'hésitez pas à partager si vous Ouais. vraiment en agence comment vous... Vous avez parlé dans le sponsoring sportif du coup de Griezmann. On peut aussi plus récemment parler peut-être de Kylian Mbappé, qui souhaite ne plus apparaître dans les visuels des campagnes d'affichage d'Uber Eats. Mais ce qui peut être aussi problématique, c'est que Uber Eats est toujours le fournisseur officiel de l'équipe. Oui, absolument. Donc effectivement, il y a des positions qui sont prises par une personnalité qui peuvent rejaillir. Alors, est-ce qu'on est vraiment dans une situation de crise ? Je ne sais pas, c'est juste une anticipation. Oui, absolument. Mais là, on est vraiment dans un désaccord entre un joueur et son club. Mais est-ce que ça crée vraiment une crise ? Mais c'est vrai que c'est ça peut en être s'il affiche les raisons s'il affiche publiquement les raisons pour lesquelles il souhaite se retirer. Et en effet, là, pour Uber Eats, c'est assez dévastateur, absolument. Alors, il le dit en creux, effectivement, je rejoins Ambrine, il ne s'est pas exprimé directement sur le sujet, mais il fait passer des messages parce qu'il le dit par son entourage, je suis contre la malbouffe Uber Eats, contre les paris sportifs, alors je ne sais plus si c'est BetClick ou le concurrent qui est partenaire de l'équipe de France, Unibet. Donc il fait passer les messages, malgré tout. Effectivement, ça a deux externalités négatives. Une pour la Fédération française de foot qui se retrouve pris entre le marteau et l'enclume, parce que d'un côté, on a Kylian Mbappé, et de l'autre côté, des marques qui offrent quand même chaque année un petit chéquier. Voilà. Et pour les marques elles-mêmes, parce qu'elles se disent, j'ai signé un protocole d'accord, un contrat avec la Fédération française de foot, et j'ai la star la plus connue planétairement qui me mord les mollets. Donc là, après, il joue son rôle de nouvelle égérie et nouveau symbole de la jeune génération, donc c'est pas critiquable, en tout cas de mon point de vue. En tout cas, ça met à la fois la Fédé en porte-à-faux et à la fois les marques. Donc, là, il envoie le sujet dans le débat public et débrouillez-vous. Donc effectivement, on n'est pas encore dans la crise, mais on est sur un terreau qui est storytellé tous les jours. Si vous lisez l'équipe, le Parisien, stratégie, etc., c'est raconté quasiment au quotidien, cette histoire. Oui, c'est comme les conférences de presse où le footballeur avait refusé. Cristiano Ronaldo. C'est sûr que c'est des choses que les marques. Ça pop comme ça d'un coup sur quelque chose qui dure 2 secondes. Et l'image fait le tour du monde, et derrière, on raconte l'histoire absolument. Mais c'est très bien en soi. Ça veut aussi dire que les influenceurs ne veulent plus qu'on abuse de leur image juste pour un billet. Donc c'est très bien, et ça veut aussi dire que demain, les marques
doivent prendre en considération qui sont les profils avec qui ils travaillent, mais intrinsèquement parlant. Nous, on prend le temps aussi d'apprendre à connaître les profils avec qui on travaille parce que je veux être certaine que ce soit super affinitaire pour éviter ce genre de situation. Enfin, tu fais la transition avec la deuxième partie. C'est Pardon, comment on voilà. prévient, comment on prévient les crises, effectivement. Ouais. Parce que moi, je vais me répéter, quand on faisait de la publicité classique, on prend une personne, on lui dit tu joues tel rôle, tu fais telle chose. Là, on est sur un modèle totalement différent où on épouse une personne et sa vie et ses opinions. Et donc, on est obligé de faire corps avec et de prendre aussi l'aspect négatif qu'on ne peut pas contrôler. Mais il y a effectivement dans l'aspect qu'on va voir maintenant, comment on peut prévenir les crises. Et le premier point, effectivement, c'est celui que tu dis, c'est qu'il faut peut-être ne pas choisir au hasard son influenceur. Pas simplement parce que je vais prendre un tel parce qu'il a tant de followers et ça m'intéresse, mais peut-être parce que sa personnalité est la plus en adéquation avec les valeurs de la marque, c'est ça ? Ouais, en fait, je trouve ça dur, mais c'est notre réalité. On refuse quasiment 90 à 95% des demandes entrantes. Normal, c'est des profils qui ne nous correspondent pas du tout, qui nous écrivent. Avant la Covid, on avait une quinzaine de demandes par mois, là c'est limite par semaine. Ça s'appelle Revenge Travel. Et ils habitent très souvent à Dubaï. Donc ils ont largement les moyens de se payer des vacances au Club Med. Donc on leur dit mais allez au Club Med, c'est très bien, profitez. Et c'est très souvent des profils, justement par sujet de crise, etc. Nous on a des comptes flagship, donc on a le compte global et il y a certains resorts qui ont des comptes Instagram. C'est à ce moment-là que j'appelle l'équipe community management. Ne repostez pas leurs stories. C'est très bien, ils y vont, ils font des stories pour leur communauté. Par contre, nous, la marque, on n'endosse pas, il n'y a pas de fierté d'ambassade. Voilà, c'est très bien, ils sont clients. Par contre, on n'a pas envie de jouir pleinement d'une potentielle association d'image de marque pour pas la mettre à mal. Et en effet, du coup, nous, on se considère plus comme des chasseurs. On est un peu des matchmakers. On va chercher les bons profils qui vont matcher avec notre marque et un resort sur une période donnée. C'est qui ils sont en fonction de leur personnalité, de leur composition familiale, de leur moment de vie. Nous, on vend des voyages, donc on doit s'embriquer sur une timeline de janvier à décembre en fonction de ce qu'il y a à célébrer ou pas. J'ai envie de lâcher prise, de partir avec mes enfants, de me retrouver avec mon amoureux, etc. Il faut qu'on matche parfaitement. S'il n'y a pas ce match, en fait, on ne force pas, justement parce que si on force, il y a un truc qui va nous échapper et c'est la crise assurée. Donc il faut que ce soit un match parfait. J'ai l'impression de parler comme si je parlais de Tinder, c'est n'importe quoi. Dans l'idée, c'est ça. Il faut que ça fasse it's a match et dans ce cas-là, on y va, on déroule et on sait on s'évite une crise à 90%. Il y a toujours 10%, ou même l'humain, on ne peut pas le déceler. Enfin, il y a des choses, des fois, on sait pas, il se passe des choses. Mais en tout cas, on essaie de se préserver. On a aussi donc l'outil tracker qui nous permet aussi d'anticiper certains sujets. Il y a un brand safety, donc il y a un petit warning qui s'affiche en rouge, dans lequel on peut mettre pas mal de thématiques, justement. En fait, c'est anticiper, c'est regarder le passé des profils avec qui on travaille sur des potentiels posts racistes, des potentiels posts trop pas fichés sur des avis politiques, etc., etc. Donc nous, on check ça et en fonction, on se dit, terrain plus ou moins neutre, terrain plutôt, feu rouge, feu vert, et voilà. Et après, il y a vraiment, par contre, beaucoup... oui, donc il y a vraiment l'humain aussi. Ouais, il y a le contact. C'est indispensable. Tu ménages toujours, quand c'est possible, un vrai contact, une discussion. Ah oui, moi, la Covid, ça m'a tuée. C'est pour ça que les trois quarts des OP qu'on a fait pendant la Covid, c'était des profils avec qui on avait déjà travaillé, que je connaissais. Et on a commencé à envoyer des nouveaux profils à partir du moment où j'ai pu les rencontrer. Donc, avoir du temps avec eux. Ouais, c'est... Et je leur ai souvent dit, en fait, il faut que ça matche avec moi ou mon équipe. Si ça ne matche pas, même en termes de personnalité, si moi, Tiffen, je ne te trouve pas sympa, parce que je pense que j'ai les codes de la gentillesse by Club Med, chez Géo, gentil organisateur. Si pour moi, tu n'es pas affinitaire avec ces codes-là, c'est pas un match. Donc en fait, je préfère même pas... Voilà, je ne vais pas tendre le bâton pour me faire battre, en fait. Mais pour les entreprises qui n'ont pas une Tiffen Neveu, il existe des outils. Il y a des outils, mais vraiment l'humain. L'outil, c'est 30%. Ouais, mais est-ce que toutes les boîtes peuvent se permettre d'aller rencontrer l'influenceur avant Parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui font ça, parce que la connaissance... Non, pas assez, justement, c'est ça qui est triste. Ouais. Après, il y a aussi, c'est qui est triste, je me comprends. Nous, on a décidé de travailler en direct avec les influenceurs aussi parce que j'ai décidé que je serai le radar avec mon équipe. On veut le truc. Quand il y a des agents qui sont au milieu, très souvent, je dis à l'influenceur... Si vous voulez travailler avec nous, il n'y a pas d'agent.
c'est pas qu'on n'a rien contre les agences, c'est on veut travailler avec eux en direct. Ils peuvent gérer la partie contractuelle, c'est ok, on les met dans la boucle, mais je veux te rencontrer, c'est avec toi que je veux échanger sur le deal. Je veux savoir qui tu es et je veux pas que ton agent me raconte qui tu es. Voilà. Donc et tu crées une sorte de pacte. Et on crée implicite, en fait, et la relation est dans les deux sens. Ouais. Il faut que moi j'ai confiance en eux et il faut qu'eux ils aient confiance en moi. Il faut qu'ils aient. Voilà. Il y a vraiment moi je représente Club Med et c'est à travers moi qu'ils ont confiance en la marque avec qui ils vont travailler, sur lesquels ils vont s'engager sur des postes qui vont s'associer à leur image. Okay. Donc voilà, c'est un pacte. D'accord. Je voudrais apporter une précision sur ce que dit Tiffany. Enfin, je voudrais légender ce que dit Tiffany, parce qu'elle fait beaucoup référence à l'intuition. Mais je voudrais juste rappeler ou préciser que ton intuition, c'est du professionnalisme. Oui. En fait, ton intuition, c'est un travail d'écoute, un travail d'observation, c'est de l'empathie, et c'est aussi de l'expérience, de l'expertise. Donc c'est ce feeling que tu évoques régulièrement, c'est toute l'analyse et tout le travail. Donc c'est pas on peut pas résumer, on peut pas dire que c'est qu'une question de feeling. Enfin, en tout cas, derrière ce feeling, il y a de l'expérience. C'est un métier. Ne recrutez pas des gens qui ont que du pif. Voilà. Non, mais voilà. Dans l'idée, oui. Non, mais c'est exactement les mots que je mettrais derrière ce feeling, c'est le fruit, c'est le résultat d'un métier. Oui. On s'en doute bien. Alors, après, ça va mieux en le disant. Oui, tu as bien raison de le souligner. Mais pour les entreprises, ça peut se surajouter. Il y a aussi donc, des outils beaucoup moins humains, mais qui permettent donc de tracer, rechercher, etc. Il y a aussi quelque chose qui est presque un peu juridique, c'est des chartes, en fait, où on va poser ces valeurs, on va les exposer aux gens avec lesquels on collabore. Donc il y a eu des chartes d'éthique de marketing d'influence qui ont été faites. Il y a des chartes internes à des entreprises qui vont décrire, donc c'est en détail, les comportements à éviter par rapport à l'image de marque, les valeurs de l'entreprise. Donc je sais que Adidas, Hasbro, L'Oréal publient des chartes comme ça. Alors bien sûr c'est pas exhaustif, bien sûr c'est pas contraignant, mais ça a une vertu pédagogique. Ça dit aux influenceurs avec lesquels on travaille, pensez à faire ci, pensez à faire ça, le greenwashing, etc., l'environnement, on est associé à telle et telle valeur, il faut aussi y contribuer. Encore faut-il qu'ils la lisent. C'est que nous on l'a faite parce que c'est important et que moi je veux me dédouaner de cette responsabilité-là en mode c'est écrit, t'as signé, voilà. Moi, je me sens bien le soir. Mais par contre, il y en a beaucoup, et je me le cache pas, je suis sûre qu'il y en a beaucoup. Je leur envoie le PDF, ils vont c'est comme les conditions générales. On va en bas, on scrolle, elle est où la case à cocher, j'ai coché, hop, sinon on peut pas passer à l'étape suivante. C'est un peu pareil pour certains, je pense, avec la charte. C'est ok à partir du moment où il n'y a pas de sortie de route, quoi. Mais le jour où il y a une sortie de route, moi, je pourrais ressortir ma charte. Donc c'est important malgré tout, je pense, de le redire à l'oral. Nous, on s'efforce aussi quand on les rencontre de leur rappeler dans un discours pas trop plombant les engagements qu'ils ont et que nous aussi on s'engage à avoir envers eux. L'agent aussi peut faire aussi, quand on n'est pas en direct avec les influenceurs, c'est aussi le rôle de l'agent de faire ce filtre. Enfin, c'est aussi leur métier, justement, d'être matchmaker à leur tour. Donc oui, c'est bien d'avoir une charte, mais encore faut-il la lire et véritablement se poser dessus, quoi. Oui, et tu as raison, et c'est vrai que c'est la même chose pour les obligations contractuelles. Si on insère toutes ces obligations dans le contrat et qu'on essaye de faire une sorte de liste de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc., c'est vrai que si la personne ne lit pas, ça ne remplace pas le contact humain. Il y a quand même des éléments qu'il faut se ménager. Alors là, c'est le juriste qui parle, c'est que pour prévenir la crise, c'est aussi intéressant contractuellement, une fois que la pédagogie est mise en place, de dire il y a aussi des situations dans lesquelles, mon petit coco, quand il va y avoir une crise, on va devoir, tu vas d'ores et déjà accepter que si ça se passe mal, je vais t'obliger à effacer ton poste, je vais t'obliger à le modifier, tu vas accepter de reposter ce qu'on va te demander de faire pour éventuellement étouffer la crise ou calmer les choses. Voilà, on peut imaginer, et là c'est les rédacteurs des contrats qui pourront le faire, peut-être en collaboration avec les cellules de crise, les outils qui vont permettre, si jamais il y a un problème, de pouvoir reprendre la main, parce qu'en fait on est en général sur des réseaux sociaux dont on n'a pas la main. C'est par définition le réseau social de l'influenceur. Le contrat de mariage, comme tu en parles, il est indispensable parce que
parce qu'il borde et il cadre la relation entre la marque et l'influenceur. Et puis, à terme, il peut aller chercher la responsabilité aussi, si jamais les choses se passent mal en termes juridiques. En revanche, si on met la casquette de communicant, tu parlais d'effacer un poste, etc. Alors c'est là où l'attelage juriste-communicant prend tout son sens. Vous avez tous entendu parler de l'effet Streisand. Si toutefois, enfin je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est une action juridique et uniquement juridique qui augmente la volumétrie du bad buzz, quelque part. Donc il faut arriver à concilier la valeur ajoutée du juridique et la posture du communicant pour trouver le bon chemin pour limiter la casse, que ce soit au niveau juridique ou au niveau communicationnel. Donc c'est pour ça que, moi à titre personnel, j'adore travailler avec la corporation des avocats sur les communications de crise, parce qu'on arrive toujours à trouver un terrain d'entente entre ce que l'intuition et l'expérience du communicant nous dictent de faire et le cadre que dresse l'avocat ou l'avocate à côté, dire attention à ça, attention à ci, etc. Donc on arrive à trouver le bon compromis, le bon consensus pour essayer de régler une situation. C'est ce que, tu disais la dernière fois, pardon, je te cite, mais c'était pas exactement sur une situation de crise, mais je me rappelle au dernier petit déjeuner où tu partageais un retour d'expérience où tu disais dans le contrat, l'influenceur s'était engagé et avait signé un contrat où il s'était engagé à publier un nombre de posts, finalement il ne le faisait pas. Il le fait pas, ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce qu'on a comme recours. On a beau border, puis là on vient en sujet aux situations de crise, une fois qu'on y est, effectivement, l'effet Streisand. Oui, et si la relation se passe mal avec cet influenceur et que lui communique sur le fait que la marque lui demande il te manque 3 posts à faire, etc. et qu'il communique là-dessus. Oui, ou alors pire, enlève le poste, je pense que c'est même pire de dire. On va créer un problème supplémentaire. Mais en tout cas, il faut. Pardon, vas-y, mais le contrat, effectivement, va pouvoir nous aider à sortir des situations et de la relation contractuelle avec l'influenceur. Mais à la limite, le mal est déjà fait. Enfin, soit il n'a pas fait le poste, soit il s'est mal tenu. On va pas le forcer à le faire. L'image de la marque et de l'annonceur est entachée déjà. Donc, effectivement, nous, en tant que juriste, ça nous rassure parce qu'on va pouvoir dire on met fin au contrat ou je ne te paye pas à la fin ou éventuellement je te demande des dommages d'intérêt. Mais enfin, ça, c'est dans la théorie, parce que dans la vraie vie, à mon avis, si une marque se lance à faire une action judiciaire contre un influenceur, ça va être la catastrophe. Donc c'est vrai que c'est très théorique, ça rassure les juristes, mais dans la vraie vie, je ne suis pas sûre que ce soit très efficace. En tout cas, on peut se donner la pédagogie avant, comme le disait Tiffaine, c'est essentiel, oui. Je crois que la clé est vraiment là. Non, la pédagogie est essentielle, mais c'est vrai qu'on peut se donner les armes contractuellement de pouvoir le faire, quitte à bien sûr ne pas s'en servir. De la même manière que sur les dommages-intérêts, il faut aussi prévoir qu'il y aura des dommages-intérêts. Enfin, je pense que si vous avez un influenceur qui merde, vous n'avez pas déjà envie de le payer, déjà à la base. Si en plus on se ménage des dommages-intérêts, etc., enfin, c'est une possibilité qu'il faut se ménager, quitte à demander ou pas demander ensuite dans la situation de crise. Et ça ramène en fait à un côté très professionnel, c'est-à-dire que dans l'influence, la frontière elle est très fine sur le pro-perso. Les profils avec qui on travaille, nous par exemple au Club Med, on les accompagne, moi certains sont devenus de très bons amis, et donc en fait c'est ce qui permet de dire là c'est Tiffaine perso qui te parle et là c'est Tiffaine pro. Voilà, un coup c'est Club Med et c'est un jeu d'équilibre ce qui est parfois pas facile, au début, et après on arrive à comprendre sur quel terrain on peut aller ou pas, mais en tout cas ça permet de vraiment dire de façon assez statutaire, là on parle d'un contrat de travail, c'est du sérieux, t'es engagé, en parallèle on peut évidemment aller trinquer ensemble au bar la semaine prochaine quand on sera à Marrakech ou je ne sais où, mais il n'empêche, il y a un contrat de travail, c'est une mission professionnelle. Et évidemment, si en gros tu ne délivres pas ce qui est attendu, voilà ce qui t'attend. Merci, au revoir. On sourit toujours à la fin, on sourit. Ça dépend du profil aussi, parce que j'ai vu qu'il y a certains influenceurs un peu grande gueule, la seule juridique, ça ne va pas du tout les effrayer, et d'autres qui vont être plus raisonnables. Les profils grande gueule et qui ont des grosses audiences vont dire c'est bon, mon avocat va t'appeler, et t'es là, il y a un avocat qui va m'appeler, super, comment je fais. Les plus petits, non, déjà ils sont les profils avec qui on travaille qui ont des plus petites audiences, donc ces fameux KOL, les 3/4 se considèrent même pas comme influenceurs. Les 3/4, il faut leur expliquer ce que c'est que la RPP, leur expliquer ce que c'est que la fonctionnalité pour mettre en partenariat rémunéré avec, ils ne l'ont jamais fait. Certains n'ont même pas leur compte Instagram en pro pour avoir les KPIs. Et limite, pour nous, c'est cool, parce que ça veut dire qu'ils sont... Tu les prends par la main, en fait. Et c'est très authentique, et on n'a pas envie de les détourner de ce qu'ils sont. La collaboration qu'on fait avec eux, c'est en mode, nous, on veut afficher la collaboration parce que, en termes d'éthique, on veut dire qu'on travaille avec vous, que vous êtes rémunérés, etc. Par contre, on ne veut pas que ça vous change, on ne veut pas que vous soyez demain
une pancarte publicitaire pour 50 000 marques, quoi. Donc c'est ce relationnel très humain qui est très cool, qui est un peu différent quand on a des profils qui ont l'habitude, les profils dont tu parlais, que nous on appelle des Instagrammeurs, qui ont comme business model de vie Instagram. C'est avec ça qu'ils gagnent leur argent, voilà. Et c'est ok. Mais du coup, c'est pas du tout la même approche. Et c'est là-dessus qu'il faut être assez vigilant. Ok. Alors, on peut peut-être passer à la troisième partie, où maintenant qu'on a vu ce que sont les crises, comment on peut les prévenir, si on n'a pas réussi à les prévenir, voilà la crise, comment on gère. Donc là, j'ai 2 grands spécialistes, pas 3 d'ailleurs, mais un expert en communication de crise et un directeur de la communication. On en a discuté et moi j'ai retenu 2 choses, vous me dites si je me trompe, il faut anticiper et agir en temps réel. Est-ce que c'est correct ou pas? Alors, agir en temps réel, c'était le propos de Franck, donc je lui laisserai développer, mais anticiper, oui. Une crise, qu'elle soit liée à des influenceurs, ou enfin, toute crise dans laquelle il y a un impact de communication, on ne se met pas à gérer la crise le jour où la crise arrive. La crise, il faut l'avoir anticipée, il faut y être préparé. Anticiper, savoir imaginer toutes les situations de crise possibles et imaginables et les façons dont on va y répondre. Ça passe par des choses extrêmement simples, mais ça passe par le fait que les gens qui sont supposés participer, travailler à la gestion de la crise aient des moyens de communication. Est-ce que j'ai le portable de mon patron si je veux l'appeler pendant un week-end, la nuit ou pendant les vacances? Parce que les crises arrivent rarement pendant les heures de bureau. Est-ce que je vais avoir un lieu de travail pour réunir une cellule de crise accessible aux mêmes choses à tout moment? Ou est-ce qu'il va y avoir des codes, des clés, et ça ne va pas être accessible le week-end? Est-ce que je vais avoir des gens qui sont prêts à prendre la parole? Est-ce que j'ai des outils pour gérer la crise, pour faire de la veille sur les médias, sur les réseaux sociaux? Est-ce que j'ai un collaborateur qui est en charge de ça, et s'il est empêché, est-ce qu'il y a un backup derrière? Donc tout ce travail de préparation, alors, il y a des choses qui relèvent que de l'organisation, de la technique, sont très simples. La préparation à la prise de parole en situation de crise, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, il y a tout ce travail de préparation qui est clé. Donc ça veut dire désigner une équipe? Ça veut dire désigner une équipe, ça veut dire la former, ça veut dire aussi organiser un certain nombre de relations extérieures avec des journalistes, avec des influenceurs. Ce n'est pas le jour où j'ai une crise où je vais dire tiens, quel est l'influenceur qui va tout d'un coup poster quelque chose de gentil sur moi. Pour désamorcer. Non, il a fallu que j'ai, comme le dit Nadjet, ma directrice de la presse, notamment pour les relations presse, il faut avoir des relations avec les journalistes quand on n'en a pas besoin. Pour que le jour où potentiellement on peut en avoir besoin, ou le jour sur lequel on va avoir besoin de s'appuyer sur des références qui vont être plus compréhensives vis-à-vis de nous, ou qui vont être en confiance par rapport à notre propos et qui vont peut-être le reprendre plus facilement, ce jour-là on va pouvoir les solliciter parce qu'on aura travaillé en amont et donc parce qu'on aura préparé ce travail. Et donc idem avec des influenceurs, soit parce qu'on travaille avec eux régulièrement, soit parce qu'on va en avoir sous le coude et qu'on va pouvoir faire appel à eux le jour où on va en avoir besoin. Et ça peut être des influenceurs sous contrat, mais ça peut être aussi des influenceurs internes. Le poids des collaborateurs ou des clients est très important. J'ai cette expérience de crise qui ont été atténuées grâce au poids de la relation du client qui a confiance en la marque et qui vient en détracteur des détracteurs et qui du coup fait notre travail de communication de crise quelque part à notre place. Et tout ça se prépare. Tout ça, on ne se met pas à y réfléchir au moment de la crise. Au moment où arrive la crise, le temps de cerveau doit être 100% consacré à la crise et non plus à l'organisation ou à comment on va gérer cette crise. Alors très souvent, les actions d'influence marketing, ce n'est pas forcément le cas pour toi, mais sont conduites par des agences spécialisées, donc des agences de communication. Donc ça veut dire que le responsable au départ ce n'est pas l'annonceur, c'est l'agence de communication qui gère cette... Donc si la crise arrive à l'occasion d'un influenceur qui a été piloté par une agence d'influence marketing, comment l'annonceur reprend la main? Est-ce qu'on retire tout à l'agence? Est-ce qu'on travaille en collaboration? Je ne sais pas si Tout dépend des expertises de l'agence dont on parle. Effectivement, si c'est une agence purement identifiée sur l'expertise d'influence marketing, il est peu probable qu'elle ait une casquette également en communication sensible et de crise. Donc effectivement, d'où l'intérêt pour les annonceurs et les entreprises d'avoir dans leur environnement immédiat des agences spécialisées, qui en RP, qui en médias sociaux, qui en communication de crise, et que cette relation soit suffisamment travaillée tout au long de l'année pour pouvoir être activable le moment voulu. Pour revenir sur ce que disait Frédéric tout à l'heure, effectivement, la partie préparation, formation relationnelle, elle est capitale.
Il y a aussi la question des process, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, Frédéric parlait de la crise qui n'arrive jamais entre le lundi et le vendredi aux heures ouvrables, aux heures ouvrées. J'ai un exemple, le 24 décembre dernier à 18h12 ou quelque chose comme ça, on met les dernières boules et l'étoile sur le sapin de Noël, et puis là le coup de fil qui tue la semaine. C'était une entreprise très B2B, personne ne la connaît, je ne la citerai pas, qui délivre des données pour de l'achat de journaux et de quotidiens pour leurs clients directs. Donc on est clairement dans du B2B. Ils nous appellent donc ce fameux 24 décembre à 18h12 pour nous dire on a un hack de données. Nous avions fait une conférence avec Gaël et Alain il y a 1 an et demi sur la RGPD. Première question, est-ce que vous avez déclaré le hack de données à la RGPD? Ah non, est-ce qu'il fallait le faire? Bon, la situation commence assez mal. Est-ce que vous avez fait une déposition au commissariat de police, etc. Tout cela n'avait pas été fait. Donc, pour être plus sérieux, quand on accompagne une entreprise, il faut déterminer aussi ses terrains sensibles. Là, on parle d'une entreprise qui traite de données sensibles au quotidien. Donc, le sujet en priorité à préparer, c'est un éventuel hack, vol de données. Dire, première étape, il faut faire ci, deuxième étape, il faut faire ça. Le process, c'est celui-ci. Donc, dans la partie préparation, anticipation, ça, c'est capital. C'est identifier les talons d'Achille de l'entreprise pour pouvoir finalement scénariser ce qui peut se passer de pire ou de moins pire et apporter en face les bonnes réponses selon la gravité de la situation. Et ensuite, sur le propos d'Alain et de Frédéric sur la gestion en temps réel, alors on essaie toujours en tant que consultant et consultante de communication de crise de garder sang-froid. Voilà, une certaine forme de sang-froid, et c'est pas toujours évident, et merci la visio, la caméra ne marche plus. Lorsque la situation se produit, on est à la lisière entre un travail d'investigation, c'est-à-dire on recoupe les faits, on essaie de remonter la chronologie et d'être le plus factuel possible, et une posture aussi de scénariste, c'est-à-dire qu'on a cette situation, comment elle peut évoluer? Le moins pire, le pire ou la catastrophe. Et ces scénarios-là, on va les travailler, on va les préciser, on va y apporter en face une tactique, des réponses, des arguments et un déploiement. Donc le travail de consultant et de consultante en communication de crise, dans la phase stratégique, c'est essentiellement celui-ci. Après, il va falloir déployer au regard de la situation dans laquelle on se trouve. Pour répondre à la question gestion en temps réel, qui n'est pas toujours simple, mais néanmoins qui fait le sel de nos métiers. En tout cas, je crois. Et est-ce qu'on a intérêt à confier ou à faire appel à des gens, tu ne vas pas me dire le contraire, ton métier, il y a des gens extérieurs qui ont je crois qu'on en a discuté, tu parlais de recul affectif. Et c'est vrai que quand on est l'entreprise elle-même qui est attaquée ou qui est dans l'essorage de la machine à laver. Le recul affectif, il est capital. Après, ma position vis-à-vis de la relation partenariale avec un annonceur, c'est qu'il faut faire aux côtés d'eux, mais il ne faut pas faire à la place d'eux. C'est-à-dire que l'agence n'est pas le super-héros qu'on va sortir de sa boîte pour une situation, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. En revanche, la démarche de partenaire avec l'entreprise, elle est fondamentale parce que l'agence fait conseil, donne du conseil, l'entreprise challenge, apporte peut-être un autre point de vue et c'est le mix de tout ça qui va apporter la meilleure réponse. Mais c'est pas du travail en silo et c'est pas l'agence toute puissante, pas du tout. Et l'agence va souvent avoir le recul que n'a pas l'entreprise qui, elle, est beaucoup plus dans l'émotion. Donc cette collaboration, elle est clé. Et pour rebondir sur l'exemple de l'entreprise de données, et pour illustrer mon propos sur la préparation, c'est ce que tu as évoqué qui m'a fait penser. Avec Benoît ici présent, par exemple, chez Emeria, nous travaillons sur un lexique de cybercrise, parce que c'est exactement le niveau de crise où, au moment où il va falloir gérer la crise, on ne va pas arriver à bien communiquer et à se comprendre entre les spécialistes de l'informatique et du cyber, et les communicants et les autres éventuelles parties prenantes. Donc on travaille sur un document pour que nous ayons tous le même langage et que si on a à travailler dans l'urgence et dans la crise sur ces sujets-là, au moins chacun ait le même vocable, comprenne de quoi on parle. Et donc voilà, c'est ça, dans l'illustration des choses, de la préparation à faire pour anticiper ou gérer une crise, un exemple que nous on mène, c'est d'avoir un lexique de cybercrise pour avoir tous le même langage commun entre des experts de différentes expertises et sur un sujet qui n'est pas un sujet commun. D'accord.
Et pour revenir à la spécificité des réseaux des influenceurs, c'est vrai qu'une crise dans le domaine de l'influence marketing, ça touche à une corde ultra sensible qui est la propagation sur les réseaux sociaux. Enfin, ils ont des codes assez particuliers, qui sont les nôtres maintenant, mais c'est vrai que c'est difficile aussi d'anticiper sur cet effet Streisand qui peut arriver, où la réaction, on se dit on va apaiser les choses et en fait on met de l'huile sur le feu. Parce qu'on a affaire à des gens qui sont des cocottes minutes aussi, ou qui peuvent aussi réagir de façon beaucoup moins cohérente que d'autres acteurs auxquels on est habitué. J'imagine mais que ce soit des influenceurs ou même des personnes ou lambda, parce qu'en fait, typiquement, la Covid, donc nous, avant la Covid, on n'avait pas d'astreinte en social media. L'ARC, la relation client, avait son astreinte, mais nous, équipe social media, on n'en avait pas. Et on s'est retrouvé avec un tsunami dans la figure de choses à gérer. On s'est dit, ok, ça ne s'arrête pas. Pareil, les sujets Covid, ouverture, fermeture des resorts et les clients pas contents, etc. Mais un client pas content qui a en plus un groupe Facebook d'aficionados, Club Med, etc., ça a le même impact qu'un influenceur. Donc on s'est dit, là, on a un sujet. Il poste aussi le week-end, donc il faut qu'on soit présent le week-end. Et en fait, dans l'équipe d'astreinte de crise, il y a les équipes RP, sécurité, etc. Et on a rajouté du coup un profil social media, donc on est 8 à tourner tous les week-ends. On a un planning, on a été tous les 8 formés, on est 2 leads seniors sur le sujet social media, on sait qui appeler quand il y a besoin, etc. On a un community manager dédié le week-end. Moi typiquement quand je suis d'astreinte, je ne mets pas les mains dans les plateformes. Mon rôle c'est de checker toutes les 2 heures sur Radarly, de voir s'il y a un sujet à remonter, de faire le lien, parce que du coup on est dans des boucles de situation de crise sur un work chat, cellule de crise par resort, où il y a des descentes de... Je sais pas, à titre d'exemple, il y a eu un décès, il y a eu une personne qui a le Covid, il y a un accident, il y a un dépôt de plainte, ceci, cela, tout ça, ça peut remonter à un moment ou à un autre sur les réseaux. Donc nous, on a cette information-là, et si je sens que j'ai besoin d'en informer l'équipe community management, j'informe le community manager. S'il y a une action à faire, c'est moi qui décide, et si besoin d'un TP, un niveau hiérarchique supérieur, que quelqu'un prenne la parole, c'est moi qui appelle la direction et non pas le community manager. Donc moi, je suis vraiment le lien. Qui est en gros le chef d'orchestre sur ces sujets-là. Et du coup, ça, en fait, il arrive, et c'est très souvent du Twitter, mais qui est du coup une plateforme assez particulière. C'est un peu c'est le SAV et le bureaudesplaintes.com, quoi. On a très peu ça sur Instagram. Très souvent, les sujets Radarly qui remontent, c'est du TripAdvisor ou du Twitter. Et c'est là-dessus, en fait, c'est un peu la cour des miracles. Et c'est un peu le déversoir. En fait, c'est compliqué parfois de savoir si ça a un impact ou pas. Il y a des choses qui remontent. Et aussi, il y a un sujet de mindset et de génération. Dans la cellule de crise, on a des profils qui sont d'une génération qui n'est pas la génération millennials, qui n'a pas grandi avec les codes des réseaux sociaux. Et nous, notre rôle, c'est aussi d'alerter sur ce poste-là. Il nous fait pas peur, et pourtant, par exemple, j'ai mon directeur de la com qui va me dire « Mais t'es sûr, t'as vu, il est hyper agressif ?» Oui, il a 3 followers, il n'a pas été repartagé, c'est ok, c'est un monsieur qui n'était pas content, qui avait envie de s'éclater sur Twitter aujourd'hui, fine. Et nous, on est là pour dire « Là, il y a un sujet de propagation, là, il y a un warning à avoir », et d'expliquer quelle est du coup la mécanique naturelle de propagation et de faire en sorte de lui donner les clés pour la stopper. Parce qu'il y a la partie RP et la partie social media, c'est une mécanique assez particulière. Nous, on n'a plus d'agence RP depuis janvier. Par contre, on a gardé une partie de l'agence qu'on avait qui nous accompagne sur les réseaux sociaux B2B, donc LinkedIn et Twitter. Et typiquement, quand on a un sujet de crise qui tombe sur ces plateformes-là, on fait appel à elles pour avoir ce regard un peu extérieur, parce que c'est des plateformes très corporate. Sur les plateformes B2C, je pense qu'on gère assez bien et on n'a pas de soucis. Mais en effet, sur ces plateformes où en effet il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup d'experts de certains sujets, on sait que là, en termes de caution, il faut qu'on soit le plus juste possible, et on fait appel à cette agence-là pour nous aider. Et après, juste à titre d'exemple, sur des astreintes week-end, moi j'ai eu affaire à un humoriste très connu, donc pas du tout sous contrat, qui a réservé ses vacances au club via une agence en Allemagne, parce que ça coûtait moins cher, donc le truc déjà pas très... Voilà. Apparemment, son voyage s'est pas très bien passé parce que dans le train, il y avait beaucoup d'enfants qui criaient. Fine. Il s'est plaint sur Instagram, il a fait un screenshot, donc il a 400 000 followers sur Insta, il a fait un screenshot, donc cette image-là, il a reposté aussi sur son Twitter, puis il nous a bien tagué. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a des enfants dans le train, c'est ok. Donc moi, évidemment, mon rôle, c'est de remonter je récupère son nom, prénom, je vois avec la RC son numéro de dossier, où est-ce qu'il a réservé, je refais le chemin inverse de qui a été son contact, etc., pour voir si on peut s'adresser à lui en direct, récupérer ses coordonnées, etc.
Quand on se rend compte que la personne, elle a réservé, même pas en France, parce que ceci, cela, et que tout ce qu'elle veut, c'est être topée VIP quand elle arrive, en fait, c'est pas un sujet de crise. On laisse le truc se faire et on se dit, bon, bah voilà, là, en fait, c'est quoi, fais ton poste. Mais on peut pas, en fait, intervenir sur tout et surtout sur tous ceux qui vont faire l'alerte parce qu'ils ont envie, en fait, d'être vus par la marque. En fait, il suffisait que tu m'envoies un message privé, un email, même un coucou, c'est moi, on aurait répondu. Donc, il y a aussi tout ça. Ça aurait pu être une situation de crise. Typiquement, moi, l'équipe d'Astreinte m'a dit « Ah non, mais c'est une crise, 400 000 followers, il faut faire quelque chose. » J'ai dit « Ok, on va remonter. » Mais pareil, là, l'expérience et non pas l'intuition, l'expérience veut que j'ai vu, mais à 3000, l'opportunisme de « je veux être vu ». C'est-à-dire que les outils que vous avez qui sont des sortes de loupe aussi. Ouais, tu disais par exemple avec Twitter, ça peut aussi faire très flippant, mais il faut vraiment du discernement humain pour le coup, à chaque fois, te dire « Non, là, ça, je laisse passer. Ça, il y a quoi derrière ? Il y a du fond. C'est ce que tu soulignais tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment une expérience professionnelle et pour juger et avoir ce discernement de savoir si c'est vraiment une crise potentielle ou pas. Oui, est-ce qu'on va vraiment... pareil, il y a des week-ends où il y a eu des hackings de certains de nos comptes en Asie, de certains de nos resorts. C'est pas un sujet de crise. C'est pas une situation de crise. Lundi, on fait la démarche auprès d'Instagram, on récupère le compte. C'est pas une situation de crise. On peut envoyer le message à Insta, Meta, etc. On commence les démarches, mais c'est pas une situation où je vais alarmer tout le monde. Non. La situation de crise, c'est on a un décès, quelqu'un a repris le truc, l'a partagé sur Twitter et c'est hyper viral. On a un client pas content qui du coup a des super copains aficionados qui du coup on fait des gros likes en mode le truc s'est partagé dans les plus gros groupes d'aficionados Club Med et là on se dit ok, on a un petit problème. Mais par contre, on a aussi l'effet inverse, on a des gens, typiquement sur Facebook, c'est beaucoup des clients Club Med. On ne fait pas de recrutement sur Facebook, c'est des clients déjà acquis qui nous suivent sur cette plateforme-là. Et très souvent, en fait, le truc se refait naturellement. On a beaucoup de gens qui nous défendent. Si on a quelqu'un qui vient un petit peu, qui a envie de s'énerver sur nous, très naturellement, les gens vont venir lui dire... Enfin, j'ai pas le mot, tu l'as dit tout à l'heure, vont venir... dire du bien. Voilà. Vont venir contrebalancer les détracteurs un peu en mode opportunisme. Un dimanche après-midi, pareil, on est là, bon dimanche à toi aussi. Voilà, on essaie de... Voilà. Mais prendre du recul, en effet, avoir des partenaires en externe hyper importants. Et surtout garder la vision, la mécanique social media en situation de crise n'est pas la même que n'importe quel autre levier en situation... Donc c'est bien d'avoir tous les experts autour de la table pour donner son avis. Voilà. Très bien. Je me suis retrouvé dans le propos de Tiffany sur notamment un exemple où régulièrement je peux, en veille de Twitter, tout d'un coup avoir un message qui me fait un peu paniquer en me disant oh là là, il y a le gros problème qui arrive. Et puis je vois qu'il n'y a pas de réponse, pas d'intervention de notre part. Alors du coup, tout de suite, j'appelle Fawaz et Paul, parce que moi je suis venu avec toute mon équipe. Et quasiment systématiquement, là c'est toujours pour la même raison que tu as évoqué, c'est qu'en fait ce sont des gens, oui le message est un peu effrayant, mais ce sont des gens qui ont soit une communauté très faible, soit qui ont l'habitude dans l'analyse de ce qu'ils font, en fait, d'attaquer pour chercher quelque chose généralement de malhonnête. Donc soit ils sont honnêtes et on les contacte en privé et la chose se règle toute seule, soit on ne les gère même pas parce que finalement on va alimenter la crise et c'est l'influence, c'est pas la leur, c'est la nôtre et ils comptent sur le poids de notre présence sur les réseaux pour essayer de donner de l'écho ou d'alimenter. C'est souvent la violence de Twitter qui donne cette impression. C'est très virulent en fait, très vite ça peut nous prendre en mode agressif, ok, en fait. Exactement. Mais il y a la première émotion et le premier impact, et puis après il y a la réalité qui a été en fait souvent déjà analysée et j'arrive trop tard, mais tant mieux. Il suffit de respirer un bon coup et ça va. Et parfois on a de la chance, parce que je voudrais juste vous raconter l'anecdote qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça, où il y a aussi des gens qui sont honnêtes et sympas et qui pensent à nous. Et je pense à la présentatrice préférée des Français qui un jour était un petit peu agacée par une situation qui n'avait pas de solution suffisamment rapide à son goût, et elle avait raison. Et elle aurait pu poster sur l'ensemble de ses comptes, faire un copier-coller sur l'ensemble de ses comptes sociaux pour nous alerter, et en imaginant que là, du coup, vu sa présence sur le réseau, elle aurait immédiatement bénéficié d'une réponse VIP et d'urgence, et qui a préféré, un samedi après-midi, chercher sur le réseau le nom du DIRCOM du groupe, et puis chercher des communiqués de presse pour voir comment étaient construites nos adresses mail, et puis envoyer un mail en privé pour faire part de son mécontentement,
plutôt que de ruiner le week-end de mon équipe social media, et le mien au passage, en nous interpellant. Donc il y a aussi des gens très bien, il y a des gens bienveillants, il y a des gens bienveillants et qui peuvent avoir un vrai sujet et qui ne cherchent pas forcément à utiliser leur influence pour régler une question personnelle. Et qui comprennent et qui ont la considération de derrière ces plateformes social media, il y a des humains en fait. C'est pas des robots. Le week-end, quand il y a des personnes qui viennent de façon très malhonnête faire des messages très virulents sans aucune raison fondée, en fait, ils ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent, humainement parlant, aussi faire du mal. Pendant la Covid, on a dû fermer pas mal de resorts aussi en last minute. Évidemment, on a frustré beaucoup de personnes qui avaient envie de partir en vacances, mais c'était une situation globale pour tout le monde. Et on s'est pris des messages, mais tellement durs, parce que les gens étaient frustrés. Mais en même temps, nous, il a fallu absolument qu'on forme et qu'on accompagne les équipes qui se prenaient en community management des vagues de gens dégoûtés, saoulés, tristes, et parfois très très virulents, et parfois agressifs, voire méchants. Enfin, évidemment, après, à la fin, il y a toujours des bisous cœurs, parce qu'on arrive toujours à atterrir sur quelque chose de sympa. Et parce que, voilà, mais il n'empêche, derrière, c'est des humains quand même. Et c'est important de les former comme ça aussi. Les équipes qu'on met derrière en astreinte, il faut être suffisamment fort, il faut avoir de l'humain, évidemment. Il faut les blinder. Mais il faut les blinder pour que ça leur coule dessus, quoi. C'est pas toi qui es visé, c'est pas forcément même la marque, c'est quelqu'un qui avait envie de s'amuser un week-end. Dans ce sens-là, moi j'ai fait le choix, au-delà du service qu'on doit rendre à notre client, de ne pas non plus être considéré comme des larbins. Et donc, si à 23h, un client nous contacte et qu'il n'y a pas matière à crise, parce qu'il peut y avoir, une vraie crise, un incident, on gère des copropriétés, s'il y a une fuite, s'il y a un incendie, il y a une crise, on ne va pas attendre le lundi. Mais si c'est juste, j'ai besoin de tel document, on nous le demande à 23h, et à 23h30, on nous dit, alors, 30 minutes, toujours pas capable de nous répondre. Là, on a fait le choix d'expliquer, de dire, non, il n'y a pas de gens, vous ne payez pas un service pour avoir des gens qui sont H24 à votre disposition, et donc il n'y a pas de larbin la nuit pour répondre à une petite demande qui peut attendre demain matin 8h. De l'expliquer, de le verbaliser. Je pense que c'est important pour l'éducation du client et c'est important aussi pour l'équipe, pour la relation qui ne doit pas se sentir corvéable à toute heure. Et c'est le point positif de Facebook qui affiche des horaires de réponse sur des pages de marque, et qu'on ne retrouve pas sur un Twitter ou sur un LinkedIn, où les gens en fait s'énervent et pensent que en fait, moi aussi je dors, moi aussi j'ai une vie, c'est ok, mais là non. Mais c'est bien de le verbaliser et d'éduquer un petit peu aussi, complètement. Et de rappeler qu'il y a de l'humain derrière le service, et non pas une machine. Et ça évite des crises, parce que souvent les gens le comprennent. Alors que si on ne le disait pas, et souvent il y a aussi d'autres personnes, influenceuses ou pas, qui viennent derrière en rajouter, toujours pas capable de répondre, qu'est-ce que vous foutez, vous n'êtes pas capable de délivrer votre service, en pleine nuit, donc c'est pas normal. Il y a des gens qui cherchent le buzz en permanence, donc forcément ils vont surfer sur ce genre de choses. Et chercher ce mode-là, la confrontation, c'est un peu la mode des clashs et autres, donc d'interpeller des marques c'est facile, donc c'est sûr que c'est hyper important de faire le tri et d'avoir de réhumaniser, est-ce que c'est une crise, ce que vous disiez au tout début, la gradation, est-ce que c'est une crise qui s'en est pas, ou est-ce que c'est une crise, parce qu'il y a un sujet de crise, est-ce que ça devient une crise, donc c'est hyper important. Mais être préparé à la crise, pour rester dans notre sujet, c'est aussi ne pas alimenter soi-même la crise et du coup se mettre soi-même en difficulté. Ne pas paniquer pour rien. Voilà. D'avoir un petit temps peut-être d'observation, est-ce que c'est ça Et la veille, c'est hyper important. Quels sont les sujets qui font parler d'eux en ce moment? Et parmi ceux dont on sent qu'il y a du buzz, il y a de l'engagement, de l'interaction, quels sont ceux sur lesquels nous, potentiellement, on peut être pris à partie et sur lesquels on n'a pas du tout envie. Donc, on essaie d'anticiper un petit peu ça. Nous, les équipes sont en veille permanente sur les sujets qui fonctionnent bien, sur lesquels on veut surfer positivement parlant, sur lesquels on y va, et ceux sur lesquels on fait attention, on relie bien l'ensemble de nos posts, les communiqués de presse, etc., pour être sûr qu'il n'y ait pas un mot qui permettent de faire un rapprochement ou un lien avec un sujet sur lequel on n'a pas du tout envie de rentrer dans le débat. C'était pas du tout notre intention. Donc on anticipe aussi à ce niveau-là. Ça en fait clairement partie. Quand on relie un communiqué de presse, moi j'ai ma casquette RP, mais j'ai ma casquette social media. Est-ce que si on poste le truc comme ça en l'état, j'ai pas un sujet de greenwashing? Est-ce que ma tournure de phrase elle est ok? Est-ce que je vais pas tendre le bâton pour me faire battre? Parce que ça passe peut-être en RP, mais je sais qu'en social media, il y a un hashtag qui est un peu fun à côté. C'est parti. C'est un bon week-end. Donc il faut anticiper. Il faut être aux aguets tout le temps. C'est énergivore, mais c'est une mécanique à enclencher. Ok.
Est-ce que dans la salle, il y aurait des questions ou interventions? Le partage d'expérience. Ouais. Ouais, j'avais une question. Oui, Est-ce que lorsqu'il y a un post négatif, est-ce que c'est vraiment la bonne solution de le retirer? Parce que si c'est le post est assez conforme au caractère, on va dire, de l'influenceur, et du coup son audience va le trouver assez spontané dans sa réponse, est-ce que si la marque demande de retirer ce post, est-ce que ça ne va pas réenchérir parmi justement la communauté qui le suit et dire oh là là, c'est parce que c'était un truc commercial, il l'a enlevé, il passe son authenticité, blablabla. Je pense que ça dépend de la plateforme. Ça dépend de la plateforme, ça dépend du contrat, ça dépend de la relation. Ça dépend du poste et de l'engagement sur le poste. Et tu veux dire c'est par rapport à sa communauté en fait? Oui, par rapport à sa communauté. Est-ce que ça ne va pas avoir des effets encore pires de demander à l'influenceur de retirer son poste plutôt que de le laisser et de gérer peut-être à côté d'une autre façon S'il retire son poste et qu'en parallèle il explique pourquoi il l'a retiré parce qu'il a eu un échange avec la marque, c'est cool. C'est cool. C'est le seul cas cool. Enfin, c'est la seule option que je vais vous donner. S'il est énervé. S'il l'explique gentiment. Oui, voilà. gentiment. Non, mais justement, c'est que si le but c'est d'arriver à ce qu'il le retire. Donne une explication. Voilà, mais qu'il l'explique que j'ai. Ou alors juste. Bon, après, c'est. Je pense qu'il faut, nous, en tant que marque, l'inviter à expliquer sa démarche de retrait du poste parce qu'il n'a pas respecté tel et tel engagement du contrat. Mais libre à lui, s'il veut pas, après c'est son problème. Il s'arrange avec sa communauté. C'est lui qui se prendra après des remontrances de sa communauté, même sur les prochaines collaborations. Nous, en tant que marque, moi, ma responsabilité, elle s'arrête à partir du moment où il a fait un post qui ne me va pas, je lui demande de retirer. Oui, mais est-ce que ça vaut pas le coup parfois que l'image de la marque soit un peu écornée pour que ça reste un peu authentique et que la communauté continue à adhérer au discours? Ça dépend jusqu'où ça va Si c'est un peu écorné ou beaucoup écorné. Après, si c'est un peu écorné, mais que c'est vrai et que la marque travaille dessus et est en cheminement, typiquement, nous, le sujet RSE, c'est compliqué. Enfin, on est l'industrie du voyage, le bilan carbone, etc. On n'est pas seul. Il y a les compagnies aériennes, etc. qui aussi essayent. Nous, on est la finalité, mais pour y aller, évidemment, donc on a des resorts aussi en France, c'est cool. Donc on essaie aussi de mélanger un peu le sujet, de dire, bah voilà, chacun peut faire son choix. Il n'empêche, je vais pas non plus... il est possible que si demain, un influenceur fait un Q&A et que ça m'est déjà arrivé, mais du coup, ça t'embête pas, t'es parti quand même super loin, t'es resté qu'une semaine, bilan carbone, et la personne, même elle, se sent mal à l'aise parce que, limite, à un moment, elle va se dire « Ah, j'aurais peut-être pas dû accepter la collaboration. » Mais elle a profité, donc elle était contente sur le moment. Bah, en fait, on peut expliquer avec des mots simples. En effet, il y a aussi des destinations qui sont plus proches. C'était sur une destination lointaine que j'ai fait cette collaboration. C'est pas des voyages que je fais 4 fois par an. Donc, en fait, le propos doit être modéré. Alors, moi, ça va évidemment... Ceux qui sont très à fond sur le green, etc., bah, je vais peut-être les perdre sur cette réponse de question. Mais c'est OK, parce qu'en fait, ne seront pas mes clients des gens qui ne veulent pas voyager et prendre l'avion. Donc en fait, c'est juste. C'est à partir du moment où c'est juste, mais qu'en effet, ça peut venir, le mettre à 100% RSE. Bah, non, l'industrie du tourisme n'est pas, par nature, n'est pas. Donc, tant qu'en fait, c'est juste, pour moi, c'est OK. À partir du moment où c'est plus juste, moi, j'aime bien ce qui est... argumenter, enfin voilà, si c'est juste, c'est OK. Voilà, je pense qu'il faut être droit dans ses baskets et assumer que tout n'est pas parfait, mais doit être juste. Votre marque est portée sur l'image et l'authenticité de l'influenceur. Oui, son indépendance. Mais en fait, c'est pas le problème de la marque. Ouais. La marque, c'est ce qu'on dit d'elle et ses intérêts. Donc évidemment, si les deux se conjuguent, c'est bien. Mais là, c'est plutôt l'influenceur de se poser la question, est-ce que je devrais accepter cette collaboration pour lui-même rester dans sa crédibilité vis-à-vis de sa communauté. Du coup, c'est d'autant plus important pour la marque de bien vérifier l'adéquation avec les valeurs, peut-être de l'influenceur et de sa communauté. C'est clé. Qui on associe son image. C'est clé. Est-ce que ça, dans les agences, dans les outils que vous avez, il y a des critères comme ça quand vous présentez des influenceurs aux annonceurs, outre le nombre d'abonnés, le taux d'engagement et autres, c'est des choses qui de plus en plus, vous sentez une évolution de ça, de l'intuitu personnel finalement, oui, ou les valeurs. Complètement, là on a carrément un cas actuel, on a un annonceur qui a des critères hyper stricts sur le vivier d'influenceurs qu'il souhaite activer, mais ce sont des critères statistiques et démographiques.
Et nous, justement, on essaye de l'amener par le fait que, oui, mais c'est un super profil parce que bon, il y a un petit peu plus d'humour, ensuite il y a un peu plus de lifestyle. Et en fait, cet équilibre, ce vivier, vous sera bénéfique par rapport à la mécanique que vous souhaitez faire et puis l'utilisation que vous en aurez derrière. Mais avoir un poste où il y a 80% de sa communauté en France et qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'ait pas fait ci, qu'il n'ait pas fait ça, que, voilà, que le taux d'engagement que tout soit lissé, parfait, etc. On essaie d'éduquer sur le fait que le profil parfait n'existe pas et que surtout il ne faut pas regarder que la partie statistique, la partie effectivement affinitaire qui rentre en compte, la qualité des contenus avant tout pour servir la marque. Ça, je pense qu'il y a peut-être un gros travail d'éducation, de pédagogie vis-à-vis des clients, parce que je pense que Tiffen, toi tu es le niveau expert plus, mais je pense que peut-être que d'autres annonceurs sont encore effectivement sur le nombre d'abonnés, ils n'ont pas forcément conscience, donc je pense qu'il y a un vrai rôle de pédagogie aussi quand il y a des agences intermédiaires, d'expliquer ce genre de... La professionnalisation, elle n'est pas que pour les influenceurs, elle est sur toutes les parties prenantes du métier de l'influence. Moi, je suis parfois surprise d'échanger avec des annonceurs et de voir à quel point leur mindset stratégique sur ce levier, il a été bloqué dans les années 2000, quoi. Ah, mais il a 2 millions de followers, 2 millions de... Voilà. Voilà, et là je vous donne un exemple concret, on sort un peu du sujet, mais là Instagram en ce moment, les datas c'est compliqué, la plateforme on ne sait pas trop ce qu'elle fait avec l'algorithme. S'il y a bien un truc à avoir en tête, c'est ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. J'ai des profils influenceurs qui m'appellent et qui me disent désolé Tiffen, t'as vu les stats? C'est pas grave parce qu'en fait ta rentabilité n'est pas basée sur un KPI. Moi quand ta rentabilité, j'en ai deux, trois quanti. Et j'en ai 2-3 quali, parce que je veux pas être tributaire d'une plateforme. Donc c'est ok, c'est pas grave. Mais à quel point ça peut... Donc les mentalités et le côté... Enfin, faut s'intéresser aux plateformes, faut s'intéresser aux parties prenantes, faut les comprendre, faut les écouter, faut les challenger. Et c'est comme ça qu'on va devenir plus pro, plus fin et plus authentique, avec plus de sens en fait. C'est remettre du sens, c'est pas juste une mécanique. Et c'est très bien d'avoir des KPI. La première, avoir un outil, c'est très cool. À la fin, il nous faut un Rex, basico-basique, il faut que je sois rentable. Mais si j'ai pas de match affinitaire quali, en fait, j'aurais beau avoir les meilleurs chiffres du monde, ça vaudra pas grand-chose, quoi. Il y a effectivement cette partie de qualifier les influenceurs et c'est notre rôle du coup en tant qu'agence de faire ce filtre. Donc, soit parce qu'on a déjà développé des relations avec certains influenceurs et qu'on les connaît, ou parce qu'on connaît leur agence ou leur talent manager, mais aussi principalement valoriser la qualité du contenu aussi. Parce que de toute façon, on tend vers ça, les plateformes vont évoluer aussi vers une évolution un peu plus basée sur le contenu, plus que sur les KPIs. Et justement, il y a aussi ce côté hyper rassurant qu'il peut y avoir sur les KPIs dans un premier temps. Donc c'est éduquer, oui, on vous livre ça, mais il faut baser sur ça. Donc une grosse partie pédagogique sur le choix des profils. D'autres interventions ou questions? Non? Bon, je ne vais pas faire une conclusion. Moi, je retiens juste un mot en fait, de nos échanges, c'est l'humain. En fait. Il faut rester humain et se dire que quand on fait appel à des influenceurs ou quand on est face à une crise, il ne faut pas débrancher, il ne faut pas se fier aux machines, il ne faut pas se fier au réseau, il faut se fier à son nez. J'aurais pu dire le nez aussi. Oui. Mais je pense que c'est le point fort, c'est en tout cas ce que tu nous as montré dans ton expertise et ce que vous deux vous nous montrez, c'est que dans vos expertises, c'est que il faut du discernement. De la méthode aussi. De la méthode, bien sûr, oui. Et surtout du sang-froid, et donc ce sont des qualités humaines par excellence. Ouais. J'aurais rajouté un deuxième mot, c'est le professionnalisme. Ouais. Parce que c'est pas des sujets sur lesquels on peut improviser. Ouais. Donc c'est du professionnalisme dans lequel il y a énormément d'humains, mais c'est du professionnalisme à tout niveau. Ça me va bien. Un grand merci à nos intervenants et à ceux qui nous ont suivis.
Merci beaucoup. Il reste des viennoiseries et des boissons chaudes ou fraîches. Et on peut continuer à échanger si vous le voulez. Et merci à toute l'équipe de Taoma Influence et Taoma Partners qui nous a accompagnés dans cet événement. Merci à tous. Merci.